Les origines de Remiremont. Le nom de la ville de Remiremont dérive par décalque du nom de l'institution abbatiale prestigieuse, qui s'installe initialement entre la fin du 8e siècle et le 9e siècle. Cette dernière avait été fondée, au temps mérovingien sur l'actuel Saint-Mont, qui se nommait autrefois en latin, Sancti Romarici, abrégé en Romaricimons, le mont de Saint Romaric. Romaric était selon la légende hagiographique un noble leude de la cour d'Austrasie à Metz, qui abandonna les affaires de cour pour la vie monastique, sous l'influence d'Aimé de Remiremont, moine prédicateur, disciple de saint Colomban. Ils fondèrent vers 620 deux monastères sur le mont Abandome, pays d'Avent, que possédait Romaric, l'un d'homme et l'autre de femme. Saint Romaric vécut pendant 30 ans dans cette abbaye du Saint-Mont, jusqu'à sa mort en 653. L'institution mixte de Romaric est progressivement démantelée et transférée au pied du Saint-Mont, puis l'autre rive pour favoriser le peuplement et améliorer le contrôle de la communauté religieuse, sous l'église des derniers maîtres du palais des Pépinèdes, à l'origine de la dynastie carolingienne. Ceci provoque à long terme le développement de Remiremont. L'abbaye suit une règle approuvée par Louis le Débonnaire, et publiée en 816, au 4e concile d'Aix-la-Chapelle. La refondation carolingienne est aussi transformée de manière préférentielle, en communauté de chanoinesses, séculière et souveraine. Le chapitre de Remiremont, dirigé par une abbesse héritière spirituelle des filles de Romaric, l'institution féminine dénommée Abbaye de Remiremont, est désormais réservée aux jeunes filles de la haute noblesse d'Empire. Jusqu'à une cinquantaine de nobles dames pouvaient y vivre avec de riches prébendes, car l'abbaye érigée par les Carolingiens au rang de principauté ecclésiastique, incluant forêt et pâturage, avait de nombreuses possessions, et l'abbesse souveraine au rang de princesse du Saint-Empire romain germanique, lors des cérémonies royales ou impériales. Dès le XIIe siècle, les ducs de Lorraine, avoués de l'abbaye d'Empire, commencent à grignoter des parties cruciales de pouvoir princier aux abbesses et aux chanoinesses, en accaparant des biens et des droits stratégiques. L'administration ducale s'interpose souvent en façonnant des alliances politiques avec la population montagnarde, justifiant a posteriori leur intervention constante et s'immisçant dans l'administration de territoires limitrophes, parfois annexés promptement. Au XVe siècle, l'État lorrain établit de facto une suzeraineté de ses dirigeants sur le territoire de l'abbaye et du chapitre, les ducs prenant le titre symbolique de comte de Remiremont. L'abbaye d'Empire, encore auréolée de prestige, est ravalée au rang d'une simple seigneurie ecclésiastique, jouissant de biens fonciers encore considérables et gardant un simulacre d'indépendance par sa petite administration relictuelle, placée sous la surveillance ducale. Il faut attendre le dernier quart du XVIe siècle, pour que l'administration étatique de Lorraine accapare les derniers droits de contrôle des chanoinesses et abbesses, en l'occurrence sur les bois dits Répandises et les Chaumes. La cartographie orchestrée par le président de la Chambre des comptes Thierry Alix en fait foi entre 1576 et 1578. Pendant la guerre de 30 ans, l'abbesse Catherine de Lorraine, fille du duc Charles III de Lorraine, fit preuve d'initiative et de courage. En juillet 1638, lors du siège de Remiremont par les Français commandés par Turenne, elle entraîne ses chanoinesses et la population de Remiremont à la résistance, et en quelques heures les 3 brèches ouvertes par les canons français dans les murs de la ville se trouvent réparées. Le sieur de la Jonchette, gouverneur d'Épinal, avait engagé le vicomte Turenne à se diriger sur Remiremont pour y rétablir l'autorité du roi. Il disait que la ville ne pouvait tenir plus d'une demi-journée. Turenne chargea la Jonchette d'attaquer Remiremont, et le siège commença le 2 juillet. Il n'y avait que 30 soldats dans la place, mais les bourgeois avaient pris les armes, avec la résolution de se défendre. Le 3 juillet, le marquis de Ville parvint à s'échapper et gagna les montagnes, où il tâcha de rassembler du monde pour secourir les assiégés. La Jonchette ordonna 2 assauts, fut repoussée avec perte et dressa une batterie, qui ouvrit, en peu d'heures, une brèche large de 20 pas. Comme les soldats et les bourgeois n'étaient pas en état de garder les murailles et d'exécuter les ouvrages indispensables, pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans les rues, le commandant lorrain mit les femmes en réquisition. Elles refusèrent de sortir de chez elles, mais la princesse Catherine, qui se trouvait heureusement dans la ville, accourut, avec les chanoinesses, et donna l'exemple de l'obéissance et du travail. À ce spectacle, chacun voulut mettre la main à l'œuvre, et le dégât fut promptement réparé. Le 5 juillet, une compagnie de cavalerie lorraine, venant de la Franche-Comté, réussit à se jeter dans Remiremont. Le marquis de Ville y fit entrer 150 hommes d'infanterie, et les Français, rebutés par l'opiniâtre résistance des assiégés, décampèrent, le 8 juillet, après avoir perdu plus de 700 hommes, tués, blessés ou prisonniers. Jacques de Huvet, capitaine châtelain de la ville et du comté, de Fontenoy-le-Château, à la tête des sujets de sa capitainerie, participa glorieusement à la levée du siège. À la Révolution française, dès juillet 1789, la dernière abbesse, Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé, princesse du sang, rejoignit son père et émigra, comme certaines des chanoinesses. D'autres choisirent de retourner dans leur famille. Le 7 décembre 1790,
l'église abbatiale fut fermée après 11 siècles d'existence. Pendant quelques années, la ville fut débaptisée et s'appela Libremont. Elle fut chef-lieu de district de 1790 à 1795. Vers 1801, des Juifs s'installèrent à Remiremont. Ils venaient des pays de l'Est et d'Alsace, leur nombre ne cessa de s'accroître jusqu'en 1881. Ils exerçaient les métiers de fabricants de tissus, bouchers, marchands de bétail, de chiffons. La synagogue construite dans le style orientaliste a été inaugurée en 1873, et l'année suivante la communauté de Remiremont devient le siège d'un rabbinat, alors qu'elle dépendait précédemment du rabbin d'Épinal. La présence d'un important cimetière israélite atteste l'importance de la communauté juive pendant plus d'un siècle. Après la guerre franco-allemande de 1870, un fort fut érigé au-dessus de la ville, le fort du Parmont. Il est ouvert en 1876 après 2 ans de travaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, il tombe aux mains de l'armée allemande le 18 juin 1940. Après cette guerre, il sera utilisé jusqu'en 1960 par l'armée américaine comme dépôt de munitions. Laissé à l'abandon, il est restauré depuis 2005 par des bénévoles. L'Aviso Remiremont était un bâtiment de la Marine nationale française, il a sillonné les mers de 1920 à 1936, puis a servi pour l'entraînement des jeunes recrues. Il est sorti de forges et chantiers de la Gironde. 41 juifs romarimontains périrent lors de la Shoah, et 24 personnes nées à Remiremont sont mortes en déportation. À la Libération, seulement une demi-douzaine de familles rescapées de la solution finale reviennent à Remiremont. De ce fait, la synagogue est vendue à un particulier et détruite. Ses seuls vestiges visibles se trouvent actuellement à la synagogue-musée de Bruyères, et les bancs des fidèles servent dans l'oratoire de la synagogue d'Épinal. La ville fut libérée le 23 septembre 1944. Les troupes américaines sont arrivées ce jour-là par la route qui s'appelle aujourd'hui rue des États-Unis.